Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Aujourd'hui, nous recevons le sénateur français Jean-Yves Lecomte, représentant des Français établis hors de France. Avec notre invité, nous allons revenir, entre autres, sur les relations entre le Maroc et la France, les questions liées à l'immigration, les effets de la guerre d'Ukraine sur les relations internationales et sur les moyens de consolider, de reconsolider les relations et le partenariat entre Rabat et Paris. Monsieur Lecomte, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous sur le plateau de Média TV. Bonjour. Alors, actualité oblige, je vais vous poser une question sur cette résolution qui a été adoptée jeudi dernier par le Parlement européen contre le Maroc, une résolution intitulée « La situation des journalistes au Maroc », où il est question, bien sûr, par ricochet de droits de l'homme, où le Maroc est épinglé sur la liberté de la presse. Le Maroc est un partenaire privilégié. Essentiel. Et puis on est dans le statut de partenariat avancé, même et privilégié. Et puis ce genre de résolution, elles n'ont pas d'effet juridique. Est-ce qu'elle peut impacter justement, ce dont on parle, ce partenariat privilégié entre l'Union européenne et le Maroc, qui est aujourd'hui un partenaire stratégique et dynamique? Ce que je peux vous dire en ce qui me concerne, j'espère que ça ne changera rien. Au contraire. Et quand je dis au contraire, ça veut dire que à des personnes qui expriment des questions, faut répondre. Finalement, en fait, on peut poser une question, qu'elle ait du sens ou pas, si on n'a pas la réponse, la question reste posée. Oui. Donc je crois que c'est mieux, entre amis, entre personnes qui ont besoin, entre États, entre espaces qui ont besoin de travailler ensemble, que on essaye de purger des choses qui ne permettent pas et fondamentalement, nous avons besoin, en tout cas en ce qui concerne l'Union européenne, je crois qu'il est clair que nous avons besoin d'un partenariat le plus renforcé possible avec le Maroc, qui est un pays africain majeur, qui a un beau développement économique, qui est un pôle de stabilité, qui est aussi un pôle de cohérence, parce qu'il y a un État qui déploie son action et sa cohérence sur l'ensemble de son territoire. Donc, honnêtement, par rapport à ce qu'on peut regarder ailleurs sur le continent africain, nous avons besoin de ce partenariat pour pouvoir progresser. Mais vous comprenez, Monsieur Lecomte, que ça puisse choquer? Absolument. Ce que je dirais, à titre personnel du vote du Parlement européen, c'est que cela arrive assez souvent, finalement, au Parlement européen, de s'exprimer sous forme de résolution sur des sujets qui relèvent de l'état de droit, qui relèvent des questions de droits de l'homme. Ce sont des résolutions qui ne sont pas des résolutions normatives. Oui. Alors, on va revenir aux relations Maroc-France, sur lesquelles on peut parler plus longuement. Et puis avant, en tant que sénateur, représentant des Français établis hors de la France, là, vous êtes en visite de 3 jours, vous avez effectué des rencontres, vous avez fait des visites. Il y a une longue histoire entre le Maroc et la France, et qui s'appuie sur des socles solides, la langue, la culture, l'enseignement. Comment se porte le partenariat dans ce domaine après ce que vous avez constaté ces 3 jours, même si c'était court? Écoutez, il y a eu la période Covid qui, effectivement, ne nous a pas permis de continuer. C'était ma première vraie visite depuis 2019. C'est vrai que l'attachement, la communauté française au Maroc est à 60% à peu près binationale. Donc elle est très attachée à la relation, elle travaille cette relation, elle travaille aussi à la compréhension entre les deux pays. Et nous avons un beau réseau éducatif, nous avons une longue histoire commune, nous avons beaucoup, on l'a vu d'ailleurs pendant la crise Covid, qu'au-delà même des 75 000, probablement autour de Français qui vivent dans le pays, on a vu au moment de la crise Covid le nombre de Franco-Marocains qui vivaient entre nos deux pays et donc qui assurent cette liaison. Oui, bien entendu, il y a des choses qui évoluent. L'Union européenne, la France évolue, le Maroc se développe énormément et s'est énormément développé au cours des dernières années. Par contre, bien entendu, dans une situation de cette nature, les besoins en termes d'éducation, les besoins en termes de partenariat changent avec des exigences nouvelles. Et je crois qu'il faut que nous nous adaptions les uns les autres, que nous trouvions, pour ce qui concerne l'enseignement français, le moyen non seulement de développer notre réseau, mais de faire en sorte que l'éducation nationale française et l'éducation publique marocaine puissent travailler et coopérer ensemble. Justement, quelles sont ces nouvelles exigences
que vous considérez aujourd'hui auxquels il faut s'adapter, et quels ont été les principaux objectifs de votre visite et les sujets principaux, les dossiers que vous avez abordés? Moi, c'était une visite d'écoute vis-à-vis de la communauté française. Le temps principal a été consacré à des permanences, à des rencontres pour écouter un petit peu la situation. Mais moi, ce que je peux vous dire sur un sujet qui est vraiment essentiel pour la coopération, qui est le domaine des écoles, on peut parler du réseau de l'enseignement français au Maroc. Et celui-ci, il faut qu'il se développe, qu'il maintienne sa qualité, qu'il soit accessible, qu'il permette de la mixité sociale. Et ce sont des enjeux qui sont difficiles à tenir. Et en même temps, nous devons pouvoir, compte tenu finalement des liens que nous avons entre nous, faire en sorte que ce ne soit pas un réseau d'élite qui se détache finalement à la fois de l'éducation nationale en France et de l'éducation du réseau public marocain. Donc moi je crois que ce réseau doit être le cœur d'une coopération éducative entre de service public à service public. Oui. Et ça reste une préoccupation parce que du côté français, nous ne sommes pas tous d'accord sur l'orientation que nous voulons donner à l'enseignement français à l'étranger. Moi, je tiens à la mixité sociale. Moi, je tiens au fait que notre réseau soit accessible à tous et qu'il soit, je dirais, le fer de lance de la coopération éducative. Alors, il y a beaucoup à dire. Aussi pour l'apprentissage de l'arabe. L'apprentissage de l'arabe. Je pense parce que vous savez que en France, il y a plus d'apprenants de l'arabe dans le réseau de l'enseignement français à l'étranger qu'en France. Je trouve ça absolument aberrant, dans la mesure où c'est une langue qui doit aussi être apprise en France. Bien sûr. Il y a des relations, comme on a dit, historiques, très fortes, mais il y a des nuages, parfois, qui viennent un petit peu assombrir le ciel de ces relations longues et historiques. Il y a eu le problème des visas. Est-ce que ce problème des visas est réellement derrière nous? Et partagez-vous l'idée qu'il s'agissait d'une décision internationale, en l'occurrence l'octroi des visas pour les Marocains ou pour d'autres pays, pour des raisons de politique intérieure française finalement? Et est-ce qu'il est résolu? Alors en fait, je pense qu'il est l'illustration de phénomènes plus profonds qui malheureusement ne sont pas derrière nous. En ce qui concerne finalement effectivement les raisons de politique intérieure, la sensibilité de la question de l'immigration, et cette sensibilité qui n'est pas la même des deux côtés de la Méditerranée, vous le savez. Et par conséquent, évidemment, du côté français, le ministère de l'Intérieur a cru bon, parce que les laissez-passer consulaires avaient baissé, de faire la politique du coup de menton en disant on va diviser par 2 le nombre de visas. Ce qui est, en ce qui me concerne, compte tenu de quand je lis le Code européen des visas, ce qu'il a annoncé est contraire au droit européen. Toutefois, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'entre ce qu'il a annoncé et ce qui a été réellement fait, les choses sont différentes. Mais d'un autre côté, il y a une perception, finalement, de cette évolution de la politique de visa qui ne date pas de cette annonce, qui venait d'avant, et que moi je déplore profondément. Quand j'entends le président de la République déplorer l'évolution de l'influence de la Turquie en Afrique, d'une manière générale, je sais que les ressortissants de la plupart des pays africains peuvent aller à Istanbul de manière libre, en décidant aujourd'hui que demain ils y vont, s'ils ont les moyens. Et que c'est bien entendu pas du tout comme ça que ça peut se passer quand on va en France ou quand on va vers l'Union européenne. Il ne faut pas s'étonner que de nouvelles influences, de nouvelles liaisons, de nouveaux partenariats économiques s'ouvrent. Donc moi, je suis favorable, non pas à une politique de fermeture, mais à une politique de mobilité. Une politique de mobilité qui permet de mieux se comprendre et pas de diverger. Parce que quand je dis que c'est un sujet qui vient de loin, maintenant on a dit on va arrêter de diviser par 2, mais en fait on n'a jamais divisé par 2. On a rendu les choses plus difficiles, mais on a délivré des situations choquantes. En absolu, on a délivré plus de visas en 2022 qu'en 2021, mais le discours était un discours de fermeture. Oui, et même les faits, parce qu'il y a un moment où des étudiants ou bien des artistes ou bien des hommes d'affaires se sont vus refuser des visas. Au cas par cas, bien entendu. Il y a eu énormément de dossiers. C'est qui ne se produisait pas avant. Il y a eu énormément de dossiers où on a réduit la durée des visas de circulation, parce qu'il faut aussi voir qu'il y a différents types de visas. Voilà, il y a les visas Schengen, il y a les visas long séjour, il y a des gens qui ont droit à des visas de plein droit, mais globalement, ça a été pour moi un désastre. Et c'est un désastre qui est plus large
que la relation franco-marocaine, c'est toute la relation entre la France et l'Afrique. L'Europe ne doit pas avoir peur de l'avenir. L'Europe ne doit pas imaginer que son avenir est en se barricadant, bien au contraire, bien au contraire. Et par conséquent, voilà, moi je plaide pour des mobilités qui permettent de mieux se connaître, des mobilités légales, qui permettent ensuite, ensemble, de combattre les situations illégales. Oui, on peut réguler les flux migratoires intelligemment et conjointement. Qui permettent de réguler les situations, l'immigration illégale, oui. les passeurs, les exploitations de personnes. Mais pour cela, on a besoin de voies légales oui. et on a besoin aussi de confiance. Le Maroc est bien placé pour parler de ça parce qu'on est très concerné par cette gestion du flux migratoire. On a besoin de savoir du fait de notre position géographique. De la classe moyenne marocaine, c'est légitime qu'elle ait envie de se déplacer. Oui. Comme les Français, et que c'est bien qu'elle puisse venir vers la France. On n'a pas à lui rendre les choses difficiles. On n'a pas à bloquer par les visas les étudiants, les flux commerciaux. Et moi, je suis profondément meurtri de ce qu'on a vu au cours, non seulement des derniers mois, où c'était une caricature, mais j'aimerais bien qu'on change réellement de politique. Ce qui est compliqué parce que l'opinion publique européenne, elle n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Mais je pense qu'on a vraiment un travail de très longue haleine à mener pour déconstruire les images inexactes sur l'immigration. Ces images inexactes, elles sont en train de devenir de plus en plus fortes avec la montée des partis d'extrême droite partout en Europe. Oui. Est-ce qu'on risque qu'il y ait un raz-de-marée, justement, de cette extrême droite en Europe, et même de la xénophobie, on l'a vu. Est-ce qu'il y a ce risque ? Est-ce que vous êtes pessimiste ou est-ce que c'est de la lucidité de se dire que l'extrême droite peut c'est une possibilité. L'emporter ? C'est une possibilité. On voit la progression dans un certain nombre de pays européens. On n'est pas obligé non plus d'être convaincu qu'on ira systématiquement vers l'abîme. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment dire et répéter, déconstruire les mauvaises idées sur l'immigration. Oui, bien entendu, il y a des crispations identitaires. Et les crispations identitaires, elles sont, on les voit en Europe, on les voit aussi aux États-Unis, on les a vues avec Trump, on les voit au Canada, on les voit au Québec, on les voit dans énormément de pays. Là où ça commence à devenir particulièrement problématique, c'est quand ça pose des questions frontières. C'est quand ça casse des relations historiques, et quand on est même prêt à éviter, à abandonner des potentialités d'échange et de coopération économique et scientifique pour défendre une pseudo-identité qui n'existe pas. Justement, on en a parlé tout à l'heure, il y a quelques années, il y avait cette loi numéro 2 qui n'est pas passée pour la déchéance de la nationalité. Et vous avez voté vous êtes opposé à cette loi. C'était un projet de réforme constitutionnelle. De réforme constitutionnelle pour ceux qui ne sont pas des Français, même qui sont nés Français, en cas de crime dangereux, pas que de terrorisme. C'était un projet de loi constitutionnelle qui a été annoncé dans un moment particulièrement difficile pour la France. C'était à la suite des attentats en novembre 2015, et en particulier du Bataclan, du sud de France. C'était une erreur, et il est bien que ce projet n'ait pas abouti. Oui. Il a été profondément traumatisant, je pense, pour énormément de Français qui pensaient qu'une partie de la gauche ne transigerait pas avec ses valeurs, et qui pourtant a vu une partie de la gauche transiger, abandonner ses valeurs, insécuriser des binationaux. Et c'est dommage. Mais il y a aussi, et finalement, en fait, il faut regarder la chose de manière positive. Regardez, c'est tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, ce projet s'est retrouvé face à des assemblées qui ne voulaient pas accepter le projet tel qu'il était proposé. Donc finalement, en fait, nous sommes restés dans la situation précédente, et c'est très bien comme ça. Oui. Donc il ne faut pas nécessairement insécuriser les gens. Oui. Parlons de la France et du Maroc. Est-ce que vous êtes de l'avis qu'il y a une certaine tiédeur
dernièrement, alors que c'est des pays qui se connaissent, que ce soit les peuples ou bien les dirigeants. Mais on sait qu'on est dans un monde qui se mondialise et on a le droit d'avoir de nouveaux partenaires de part et d'autre. Mais est-ce que c'est une raison pour un petit peu sacrifier ou négliger ou s'éloigner d'un partenaire aussi stratégique que le Maroc sur le plan économique, sécuritaire, énergétique? C'est au cœur de toutes les préoccupations. Il n'y a pas de tiédeur. Je ne pense pas qu'on s'éloigne. Pas de faiblesse, un petit affaiblissement. Je ne pense pas qu'on s'éloigne. Je pense qu'une partie, les Français sont attachés au Maroc, que ce soit en tant que peuple ou que ce soit le gouvernement et le Parlement. Donc je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Toutefois, ce que je dirais, et on le voit d'une manière plus générale, tant dans l'espace francophone que dans d'autres espaces, oui. Il y a des situations économiques et sociales qui sont vécues, qui sont tellement différentes, parfois des vécus historiques qui sont tellement différents, même dans un espace où on ne parle qu'une seule langue, que finalement, on parle la même langue et on n'est pas capable de se comprendre. Parce qu'en fait, on ne vit pas, on ne perçoit pas les choses de la même manière et ça diverge. C'est vrai aujourd'hui de ce qui se passe entre la France et l'Afrique de l'Ouest. C'est profondément malheureux, on est capable de se parler, on est capable de se comprendre, et pourtant on ne se comprend pas. Et je dis ça, je pense aussi à ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, où finalement les uns et les autres sont capables de se parler, et quand il y en a un qui parle à l'autre, oui. Il comprend ce qu'il lui dit. Oui, oui. Et pourtant, voilà, c'est pas la raison pour laquelle ça ne suffit pas à établir des ponts qui permettent de construire des choses ensemble, oui. Bien au contraire. Au contraire, parfois, c'est même un faux ami d'avoir une langue en commun. Parce qu'en fait, on pense qu'on est capable de tout faire ensemble et on reste dans deux mondes différents. Alors, cette guerre Ukraine-Russie a chamboulé l'ordre mondial et le contexte international et les nouvelles bipolarités. Aujourd'hui, il y a les États-Unis avec la Chine. Et comment le contexte, cela a-t-il impacté le contexte de la coopération, des partenariats internationaux, des changements, en l'occurrence entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Europe et le Maroc? À quel point cela a-t-il impacté c'est des partenariats dans le monde de façon générale? Il y a plusieurs aspects. D'abord, il y a la réaction que certains ont pu avoir sur la question du double standard, en disant on accepte pour les réfugiés ukrainiens ce qu'on n'accepte pas pour les autres. C'est vrai. Et en même temps, et ceux qui disaient ont été attaqués en plus. Non, oui, mais d'une certaine manière, c'est vrai. Oui. Il est indéniable qu'on n'a pas donné les mêmes droits à une personne qui arrivait d'Ukraine et qui demandait la protection et qui l'obtenait de manière automatique et qui obtenait le droit de circuler dans l'Union européenne et le droit de travailler par rapport à une personne qui va demander l'asile ou même qui l'obtient dans un pays et qui n'aura pas la possibilité, une fois qu'elle a l'asile, d'aller même quand elle est réfugiée de guerre. Et quand on regarde les autres. Donc, et à l'évidence, c'est vrai. Mais moi, je dirais, il faut voir l'aspect positif des choses. C'est, écoutez, plutôt que de dire oui, il y a eu un double standard, je ne vais pas le nier. Écoutez, regardons ce qu'on a fait avec les Ukrainiens. Ça marche. Essayons de développer ça pour d'autres. C'est vrai aussi sur la perception, sur les conséquences économiques directes. Parce qu'un certain nombre de pays, je pense en particulier à l'Égypte, avaient énormément de blé qui arrivait d'Ukraine. Oui. Beaucoup de pays du Moyen-Orient sont dépendants soit de l'Ukraine, soit de la Russie, soit des deux, pour leur approvisionnement en blé. Donc, bien entendu, ça change aussi. Il y a des nouvelles inquiétudes pour eux. Ça, nous, l'inflation, elle est perçue pour les raisons énergétiques. Et dans les pays du Moyen-Orient, c'est sur la nourriture et le blé que ça s'impacte. Donc, il y a des inquiétudes sur ces sujets. Je crois aussi qu'il y a un sujet, pour moi, de droit international. On me dira, ce n'est pas la première fois. Mais celui-là, il est majeur. Il est majeur parce que c'est directement un membre du Conseil de sécurité qui nie absolument l'ensemble des droits du droit international. Et comment voulez-vous construire finalement une planète apaisée, une planète où on coopère, si on rompt les principes de base du droit international? Voilà, il y a eu d'autres actions à d'autres moments, sauf que les autres actions à d'autres moments, elles ont souvent été, et on l'oublie, validées par des décisions des Nations Unies. Oui. On va revenir
au Maroc et à la France, parce que vous êtes aujourd'hui au Maroc, mais vous êtes aussi représentant des Français qui vivent dans le monde. Et il y en a qui disent, qu'il y a un petit froid entre la France et le Maroc qui est en train de se dissiper. La crise des visas n'est pas derrière nous, mais on travaille dessus. Je pense qu'il y a quand même une conscience. Une conscience, absolument. À force de l'avoir dit et répété, je crois qu'au moins, mais ça sera long de retirer ce qui a fait la base de cette crise. Oui. De ce qui a fait la base de cette crise, parce que là, c'est très profond, malheureusement. Et aujourd'hui, il y a certains qui disent qu'il y a une tendance de la part d'une certaine classe politique française à développer des relations, puisque vous allez partout dans le monde où il y a des Français, de développer des relations avec l'Algérie au détriment du Maroc. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je ne pense pas qu'on puisse dire l'un ou l'autre. La géographie est telle qu'elle est. Hein. C'est votre voisin, l'Algérie est votre voisin. L'Algérie est au sud de la Méditerranée comme le Maroc. Il y a des éléments, je pense que personne n'a intérêt à avoir un affrontement. Le Maroc est arrivé aujourd'hui à se développer, au cours des dernières années. Si les relations entre le Maroc et l'Algérie évoluaient, je crois que ce serait au bénéfice de l'ensemble de l'Afrique du Nord. Oui, on a toujours la politique de la main tendue, parce qu'il y a le développement que régional et que continental, et même au-delà. Alors, comment peut-on aujourd'hui consolider justement, ou bien reconsolider cette relation, partenariat entre la France et le Maroc, et retrouver le climat de confiance qui ne s'est pas perdu, mais qui est peut-être un petit peu plus tiède aujourd'hui? Déjà, je pense qu'il faut... si les relations de gouvernement à gouvernement s'améliorent, il est bien évident que quand Gérald Darmanin annonce ça pose un problème au gouvernement, même si le gouvernement marocain a toujours été très urbain dans la réaction. Il n'y a pas eu de condamnation forte, il y a eu toutes les tentatives possibles pour essayer de faire en sorte que ça évolue. Parfois même, je dirais, il faut dire les choses. Quand on sent que la France fait des erreurs, il faut nous les dire, et il faut nous les dire aussi vivement que ce que vous dites au Parlement européen. C'est aussi important dans un partenariat de le dire. Ils le font, ils le disent. Voilà. Le font. Pour ce qui est de l'amélioration sur le long terme, je crois aussi qu'on a besoin de travailler entre sociétés civiles. De comprendre, de faire en sorte, sur des sujets, sur un sujet qui structure finalement une partie des a priori de l'opinion publique française, arriver à mieux se comprendre de manière à ce que sur les sujets d'immigration en particulier, et sur les sujets de développement, on soit un peu plus... qu'on regarde un peu plus l'avenir ensemble, plutôt que d'avoir peur les uns des autres. Bon, se rapprocher plus, que ce soit la société civile, et se comprendre. Et se comprendre, et arrêter d'imaginer, regardez la démographie de l'Afrique, etc. Puis après de faire une espèce d'amalgame entre tous les pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique. Sans aucun... Non. Le Maroc est un point stable, et le Maroc est un point stable sur lequel, finalement, l'ensemble de ses voisins doivent pouvoir aussi s'appuyer pour... parce que l'État fonctionne, parce qu'il est stable, parce qu'il se développe, pour faire en sorte que l'ensemble de l'Afrique soit un pôle d'avenir pour sa jeunesse. Oui, et c'est un partenaire stratégique, une entrée pour l'Afrique et aussi avec parce qu'on oublie pour souvent l'Europe. Aussi que quand on parle d'immigration en France, quelquefois, en voulant bloquer, non seulement on bloque des mobilités, on bloque des connaissances, mais en même temps, on incite... les migrations interafricaines sont aussi importantes. Je pense en particulier dans la CEDEAO, pas en Afrique du Nord, mais dans la CEDEAO. Et si on l'oublie, finalement, on va bloquer des perspectives de développement interrégional qui sont pourtant essentielles pour donner de l'avenir à ces pays. Et encourager l'immigration clandestine. Justement, pour décourager. Si on veut lutter contre, il faut permettre qu'il y ait de la perspective de développement dans un état de droit. Et plus d'ouverture. Monsieur Jean-Yves Lecomte, merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes sénateur socialiste et représentant des Français établis hors de France. Merci monsieur. Beaucoup.
Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Midi TV. Bonne soirée.